Kevin. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Jade, je vais te prendre quelques minutes de ta chronique pour te parler, pour que tu me parles de... J'ai compris que tu as été voir Blackout Oui, hier. tout à As-tu fait. aimé? J'ai adoré. Oui. C'était une représentation à l'université Concordia, Mhm. qui auparavant était le fameux institut Sir George, où a lieu les événements dont parle Blackout, exactement dans le bâtiment. Mhm. C'était extrêmement puissant. Je pense que c'est une pièce de théâtre nécessaire. Un discours qu'on n'entend pas assez à Montréal parce que c'est vraiment une histoire qui dit avec le passé de Montréal. Donc ça a lieu en 1969 comme on a parlé Chakoun dans sa chronique Agenda engagé. Non seulement j'ai trouvé ça extraordinaire, mais surtout la manière dont cela a été monté, la manière dont cela a été écrit, mettait vraiment en avant à quel point tout se fait écho. Donc on parle d'une histoire qui n'est pas passée, puisque ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de montrer à quel point tout ce au quoi on a affaire, tout ce qu'on est en train de, avec lequel on deal tous les jours de nos jours, c'est exactement ce que vivaient encore les étudiants en 1969, c'est ce qu'ils le disent au début de la pièce, cette histoire a pu se passer en 2018, en 1970, en 1969, en 1730, c'était extraordinaire. Tu as applaudi, tu as crié? Ah oui, 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 moi j'étais à fond, j'ai soutenu. J'ai fait les j'ai fait les claquements de doigts, j'ai fait Cyril même à chaque fois sauter à côté de moi. C'est comme ça, on vit le théâtre, on vit l'art. Ça vaut la peine. Faut aller voir cette pièce-là. Chacun en parlait. Elle tourne jusqu'au 11, je pense. Et puis le 10, pardon. Donc, allez la voir. C'est en anglais, donc anglophone. Oui, mais si Cyril a compris, donc vous imaginez, vous pouvez comprendre. Hein. De toute façon, il y a des moments où vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous rentrez dans la pièce, vous comprenez ce que c'est. On n'est pas non plus en train de faire de la philosophie là. Alors, parlons colorisme. Tout à fait. Parlons colorisme. Mon sujet, c'était colorisme et les privilèges de peau claire. Et les privilèges de peau claire. Tout à fait. Voilà. Pour donner un petit peu de contexte, oui, j'ai vraiment hésité à faire ce sujet. Pourquoi? J'en ai même parlé sur les réseaux sociaux parce que je suis une femme cis à peau claire. Donc, je bénéficie, on va en parler, hein, je bénéficie du colorisme. Et il me semblait qu'on entendait justement, parmi les bénéfices du colorisme, c'est qu'on entend vraiment beaucoup les femmes à peau claire parler. Vraiment beaucoup. On est vraiment beaucoup présentes, on a beaucoup de visibilité. Il me semblait qu'en parler, c'était encore une fois participer de ce système où on donne une visibilité, une plateforme, encore une fois, à qui? À une femme à la peau claire qui va aller parler de colorisme. Donc j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Ça concerne les femmes noires. Hein? Oui, c'est pas seulement les femmes noires, mais après, en partant de ma position, il faut que j'aborde cet enjeu-là. Je suis une femme à la peau claire et oui, le colorisme a un impact sur... On en parlera, je ne pense pas dans la chronique. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux, j'ai littéralement posé la question, qu'en penseriez-vous que j'aborde le sujet? Une grosse majorité des réponses m'ont demandé de le faire parce que la plupart des personnes me disaient oui, on entend beaucoup de femmes à la peau claire parler, je trouve qu'on les entend pas assez parler de leurs privilèges. Souvent, quand elles parlent du colorisme, c'est pour dire oui, mais on souffre quand même d'être entre les deux. Et donc, il y avait cette impression que oui, on vous entend parler, mais on vous entend pas dire les bonnes choses. Est-ce que si tu en parles, toi, est-ce que tu serais capable de dire les bonnes choses? Donc, j'aborde cet enjeu-là avec énormément de stress. Dire les choses, pas de stress. De dire ou pas les bonnes choses. Non, donc, tu vas dire ce que tu penses et puis voilà. Après, les autres, comme d'habitude, les gens vont réagir comme ils peuvent. On t'écoute. Les réactions. Pour donner un petit peu d'étymologie, parce que le colorisme, c'est extrêmement large et j'avais des difficultés à trouver l'angle par lequel commencer. Donc, je me suis dit, on va faire mon étudiante. Hein, on va commencer avec l'étymologie du terme. Le terme a été inventé tel qu'on l'utilise, enfin inventé, popularisé par Alice Walker, qui est une autrice afro-américaine. Et elle a parlé de colorisme dans Le Jardin de nos mères, qui est un livre qui a été publié en 1983. Alice Walker, elle est surtout connue pour La couleur pourpre. Je vois à ton regard que tu dis, je connais Alice Walker. Oui, La couleur pourpre, qui est vraiment le livre qui l'a fait connaître. Donc, Alice Walker, elle en parle dans Le Jardin de nos mères, et la définition qu'elle en donne, c'est préjudice ou traitement de faveur auxquels sont confrontées les personnes d'une même race, basées uniquement sur leur couleur de peau. Donc voilà comment Alice Walker va définir le colorisme dans son œuvre. Donc comme je l'ai dit, c'est un terme qui s'est popularisé en 1983, donc très récent, mais qui en fait parle d'une réalité qui remonte du coup à l'histoire de l'esclavage, d'accord? Donc le colorisme, il faut bien comprendre que le racisme, qui est la fameuse idéologie de hiérarchisation par l'invention des races. Donc, on va inventer les races, puis on va inventer toute une idéologie pour expliquer qu'il y a une hiérarchisation des races avec la race blanche comme étant la race supérieure à toutes les autres races et la race noire étant la plus inférieure. Donc, on va utiliser cette idéologie pour expliquer qu'on puisse mettre en esclavage les individus noirs, les priver de droits, les priver de leur humanité, etc. J'ai fait je ne sais combien de chroniques là-dessus. Donc, on parle bien d'une hiérarchisation des races et il faut bien comprendre qu'au sein de ce système, du coup, on va mettre en place tout un système de privilèges, de bénéfices
aux blancs, bien sûr, hein, c'est la base du racisme, mais aussi finalement à toute personne qui ont une certaine proximité avec la blanchité. D'accord? Ok. Donc, quand on parle de colorisme, quand on parle des bénéfices associés à la peau claire, on parle vraiment de ces bénéfices qui sont associés, qui sont dérivés du fait d'avoir une certaine proximité physique avec la blanchité. C'est pas seulement la couleur de peau, voilà pourquoi c'est extrêmement large. C'est pas seulement la couleur de peau, ça va être aussi les traits physiques. Ça va être avoir les traits physiques fins qui sont associés aux traits européens, par exemple. Ça va être aussi la texture des cheveux. Donc, avoir les cheveux plus ou moins lisses, plus ou moins curly, avoir les cheveux longs. Donc, tous les cheveux sauf les cheveux frisés. Donc, il faut bien comprendre que le racisme est un mal mondial, la négrophobie est un fléau mondial, ce qui veut dire que ce phénomène de colorisme est un phénomène qui se retrouve mondialement, d'accord? On le voit par exemple dans les sociétés en Inde, on en parlera avec le Bollywood, mais moi je connais surtout le colorisme par rapport à mon histoire personnelle qui est que j'ai grandi en Guadeloupe, d'accord? Donc dans les Caraïbes, le colorisme est extrêmement présent et il faut bien comprendre que dans les Caraïbes, on se trouve dans la situation de société post-esclavagiste, post-coloniale, donc une société qui a subi l'esclavage sur ses territoires, hein, contrairement, pardon, il faut bien comprendre que la France est une société qui a mis en esclavage, mais a mis en esclavage sur des territoires outre-mer. Donc, ce n'était pas sur leur territoire, c'était, on ne les voit pas, on les met en esclavage en Guadeloupe. Nous, en Guadeloupe, c'était sur notre territoire. Et donc, on a toute une documentation autour de ce qui se passait pendant l'esclavage. Notamment, il y avait ce système de préférence, de classement entre les esclaves. Parce qu'il faut comprendre que les femmes qui étaient mises en esclavage subissaient également les viols de leurs maîtres, donc les agressions sexuelles, et de ces enfants, de ces unions, naissaient des enfants. Et donc, on va mettre en place tout un tas de catégorisations pour faire, comme j'ai dit, des catégories entre les esclaves qui ont la peau noire, qui ont la peau claire, ceux qui sont nés de ces viols. Donc, on va vraiment mettre en place une catégorisation et on va traiter différemment en fonction de la couleur de peau. C'est-à-dire qu'on a une documentation qui montre que les esclaves à peau noire étaient dans les champs, étaient ceux qui coûtaient le moins cher. Non, mais qui coûtaient moins cher que les esclaves à peau claire. Les esclaves à peau claire vont travailler dans les maisons, vont travailler près des maîtres, vont travailler près du pouvoir. Et donc, ils vont avoir des conditions de vie plus différentes des esclaves noirs qui travaillent dans les champs, vont avoir des conditions de vie légèrement supérieures, dans le sens où ils peuvent dormir dans les maisons, ils peuvent porter des habits. Parfois, certains apprenaient à lire et écrire, ils étaient près du pouvoir. Reste que ça restait des esclaves, d'accord? Il faut bien comprendre que même s'ils vivaient dans les maisons, même s'ils traitaient près des maîtres, ils restaient des esclaves. On ne leur reconnaissait pas leur humanité, mais il y avait cette idée que les maîtres blancs préféraient être servis par des esclaves avec la peau claire parce qu'ils considéraient comme ils avaient un peu plus d'intelligence, ils étaient plus proches de nous, plus beaux à regarder, etc. Donc vraiment, il faut comprendre tout ça. Et donc, dans les sociétés des Caraïbes comme chez moi, il va y avoir tout un tas de noms pour qualifier en fonction de votre couleur de peau. Donc, qui sont restés. Donc, on va avoir par exemple mulâtre, mulâtresse. Ce sont les enfants nés donc, de ces unions. On va avoir octaron, donc un huitième de sang noir. Ce sont les enfants nés donc des mulâtres et mulâtresses avec un parent noir. Ça va être quardéron, donc le quart de sang noir. Ça va être chabin ou chabine, qui, je tiens à préciser, fait aussi référence à un croisement entre bouc et brebis. Hein. Donc, c'est vraiment l'idée de croiser les espèces. On va avoir capre et capresse. On va avoir même l'expression, chez nous, on dit peau chapée. Peau chapée, c'est faire référence à une peau qui s'est échappée. Échappée de quoi? Échappée au sort associé aux peaux noires. Donc, il y a vraiment cette idée de blanchiment de la lignée. Les mots sont extrêmement présents. Extrêmement présents et très précis. Et symbolique. Certains ont disparu. Moi, j'ai jamais entendu octaron, quoi, en grandissant. Mais ça existait. Mais ça existait. Mais par contre, chabin, chabine, mulâtre, c'est vraiment très répandu. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui a été mis en place pendant l'esclavage et qui va se maintenir dans les sociétés, notamment jusqu'à nos jours. Donc, il faut bien comprendre que c'est un système de bénéfices qui se traduit encore. On a énormément de documentation qui prouve, moi j'ai parlé par exemple des femmes à la peau claire, on a énormément de documentation qui prouve qu'en tant que femme à la peau claire, je vais avoir un taux de chance à l'emploi plus élevé qu'une femme à la peau foncée. Si jamais je passe devant une cour de justice, ça a été prouvé que je risque moins de temps de prison. Je suis considérée sur le marché amoureux comme plus désirable. Donc, il y a l'idée que j'ai plus de chances d'attirer l'attention des hommes, quelle que soit la catégorie, on va en reparler, que des femmes à la peau sombre. Je vais aussi bénéficier de beaucoup plus de représentation et de visibilité dans les médias. Donc, beaucoup plus de représentation et de visibilité dans les espaces de pouvoir. Il y a un préjugé comme quoi je serais plus intelligente. Et il faut bien comprendre que tous ces plus dont je parle, plus c'est comparé à qui? Et c'est systématiquement comparé aux femmes à la peau sombre. Donc, c'est-à-dire que les femmes à la peau foncée vont être constamment dévaluées par rapport aux femmes à la peau claire. Et donc, il va y avoir tout un tas de stéréotypes qui vont se développer
associé aux femmes à la peau noire, dont les femmes à la peau claire peuvent échapper ou carrément même en bénéficier. Puisque je ne suis pas, j'ai pas la peau noire, la peau foncée, je ne suis pas associée à ce type de stéréotype, d'accord? Donc, comme je l'ai dit, c'est un système extrêmement complexe qui prend pas seulement la carnation de la peau, ce sont aussi les traits, et ça va être quelque chose qui va être intériorisé au sein des communautés noires, d'accord? C'est aussi très présent, par exemple, comme j'ai dit, par rapport au marché amoureux. On se rend compte que les hommes noirs, comme j'en avais parlé au sein de mes chroniques, par rapport aux hommes noirs, sont avec des maris des femmes blanches, il y a aussi ce phénomène de les hommes noirs vont préférer favoriser les femmes à la peau plus claire. Ou à la peau claire, exactement. Et on va avoir aussi, j'en avais parlé lors d'une de mes chroniques, il va y avoir toute une fétichisation autour des enfants métis. Quand je dis métis, autour des enfants métis avec cette idée à la peau claire, aux cheveux curly, aux yeux couleur claire. Donc, il va y avoir toute une fétichisation, toute une histoire de fête des unions blanc-noir parce que les enfants, c'est plus beau. Et comme je l'avais dit dans ma chronique, plus beau par rapport à quel enfant. Donc, je mettrai mes liens là-dedans. Il faut bien comprendre qu'au sein des sociétés en Caraïbes, des Caraïbes que je connais, il va y avoir tout un tas de projets familiales avec l'idée de blanchiment de la lignée. Donc, si vous avez la peau claire, on s'attend à ce que vous mettiez en couple avec quelqu'un qui a la peau claire, voire la peau blanche, pour que vos enfants aient également la peau un peu plus claire. Cette idée de peau échappée, continuer le blanchiment de la lignée. Parce qu'il faut bien comprendre que ce que va mettre en place l'esclavage, c'est l'idée que finalement votre couleur de peau, votre aspect physique devient votre condition sociale, d'accord? Donc quand on sort de l'esclavage, il y a toute cette idée qu'on va travailler à la condition sociale, finalement en blanchissant la lignée, parce que en fonction de votre couleur de peau, vous aurez plus de chances au niveau de l'emploi. Si vous regardez en Guadeloupe, plus vous montez au niveau du pouvoir, socio-économique, plus la peau se blanchit. Et je rappelle encore, j'en ai parlé dans mes chroniques, j'en mettrai en lien, on a encore le système des béquets, moins de 1% de la population, qui se mélange pas, qui reste entre eux. On a encore, donc c'est encore très présent. Ok? Comme j'ai dit, donc il y a une internalisation de cet enjeu-là, ce qui fait que ça se traduit, par exemple, de nos jours, on a le marché des produits éclaircissants qui représente 31 milliards de dollars. Hein. Alors, les produits éclaircissants, c'est pas très présent chez moi. C'est pas une réalité que je connais. Tu l'as dit, c'est mondial. Mais voilà, c'est mondial. Donc, le marché des produits éclaircissants très présent, je crois, en Afrique subsaharienne, très présent en Inde. Il faut bien comprendre, par exemple, l'Inde, quand vous regardez Bollywood, la seule représentation qu'on a des femmes d'indiennes, elles ont la peau extrêmement claire. Elles ont les yeux clairs, mais c'est de longs cheveux lisses. On ne voit jamais de femmes à la peau foncée représenter les films de Bollywood. C'est pareil au Brésil. Les telenovelas, les femmes ont la peau extrêmement claire. Il y a une seule... sont blanches. Il y a une seule telenovela où l'actrice principale avait la peau foncée. Ça a fait tout un buzz médiatique parce que c'était la première jusqu'à présent, de ce que je connais, il n'y en a pas eu d'autres. Donc c'est pour vous montrer à quel point, l'Inde, le Brésil, les Caraïbes, c'est pour vous montrer à quel point c'est extrêmement prégnant mondialement. Je continue. Pourquoi j'étais également stressée d'aborder l'enjeu? Parce que le colorisme, le traitement de cet enjeu-là est un sujet qui divise au sein de la communauté noire, au sein du militantisme. Pourquoi? J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit en disant c'est difficile, par exemple, même quand ce sont des femmes à la peau claire qui sont militantes, qui sont dans le milieu antiraciste, elles parlent de la cause sans jamais aborder le fait qu'elles ont quand même des privilèges au sein de la cause noire, et ça me pose problème. Donc, je tenais à l'aborder, oui. Ça pose problème du fait qu'on milite pour la cause contre le racisme sans aborder le fait qu'il y a quand même un système qui nous privilégie au sein de ce racisme parce qu'on a la peau claire. Notamment, quand je parle en termes de ressentiment, je sais pas si tu avais vu parler, tu avais entendu parler probablement de Zoé Saldana lorsqu'elle avait été castée pour jouer le rôle de Nina Simone. Elle a été call-out en disant, tu es une femme à la peau claire, tu ne peux pas jouer Nina Simone, en plus faire du blackface, exactement. Et elle, sa réaction, ça a été une véritable light skin tear, ça a été de dire, vous niez le fait que je sois noire, soi-disant je ne suis pas assez noire. Et à ce moment-là, c'était clair et net qu'elle ne comprenait pas l'enjeu qui se jouait dans le fait qu'elle jouait Nina Simone. Parce qu'il faut bien comprendre que Nina Simone, c'est une femme à la peau foncée, avec des traits associés aux traits négroïdes qui sont constamment critiqués. Et elle était fière d'être Nina Simone et de se présenter comme telle. Et c'est quelque chose, c'est un vécu que Zoé Saldana, en tant que femme toute fine, à la peau claire, aux cheveux clairs, etc., ne pouvait pas avoir vécu. Zoé Saldana ne pouvait pas avoir été traitée telle que Nina Simone. Et le fait qu'on ait dû lui foncer la peau, qu'on ait dû lui mettre une prostate à la place du nez, c'est une insulte, en fait. Ça manquait de crédibilité. Exactement. Ce n'est pas tant que Zoé Saldana n'est pas suffisamment noire. On ne disait pas qu'elle n'est pas noire parce qu'il ne faut pas tomber dans l'essentialisation de ce qu'est être noir.
Être noir, c'est une invention comme le fait d'être blanc, social, etc. Donc, en tant que noir, on est tous et toutes différents. C'est pas tant dire Zoé Saldana n'est pas suffisamment noire, c'était te dire tu as la peau trop claire pour pouvoir prétendre à ce que ton expérience soit représentative de celle de Nina Simone. Parce que l'on est dans un système où avec ta peau claire, tu as eu des privilèges, surtout en tant que femme à la peau claire, tu as bénéficié de privilèges dont Nina Simone ne pouvait que rêver. D'accord? Donc, elle a subi des discriminations que tu ne peux pas vivre et que tu ne peux certainement pas représenter. Et surtout, tu ne peux pas nier qu'en tant que femme à la peau claire, dans le milieu hollywoodien, où on met constamment que des femmes à la peau claire, là, tu bénéficies de ta proximité à la blanchité. Donc, utiliser ta proximité à la blanchité pour incarner Nina Simone, c'est un problème. Donc, il y a également Yara Shahidi, qui est l'actrice dans Blackish, qui a joué également dans sa série Grown-ish. Et dans la série Grown-ish, c'est que des femmes à la peau claire. Donc, elle a été call-out là-dessus en disant pourquoi fait-il que tout ton cas, c'est que des filles à la peau claire? Et sa réaction a été la même que Zoé Saldana. Et ça a été même de bloquer ses fans. Donc, ça a été une réaction qui est d'incompréhension et de refus de rendre des comptes envers la communauté qu'elle prétend représenter. Je sais que Blackish a fait un épisode récemment où ils abordaient le colorisme. Je regarde pas la série, j'ai juste vu cet épisode-là, juste cet extrait-là. Il me semble que c'était important parce que dans Blackish, c'est un couple avec un homme noir à la peau plus foncée que sa femme beau à la peau claire. Et ce type de couple, l'homme à la peau foncée et la peau claire, est extrêmement présent dans la représentation des séries, des films. C'est constamment cette dynamique-là qu'on voit en fait. Dans les dessins animés également. En parlant de dessins animés, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les méchants ont toujours la peau plus foncée que les gentils. Ce qui fait qu'on associe la peau foncée au fait d'être vilain, au fait d'être méchant. Donc ça, c'était un aparté. Donc, apparemment, dans Blackish, ils ont abordé l'enjeu. J'ai vu des critiques disant ils sont pas allés assez loin. Parce que Blackish aussi joue sur ce trope. Par exemple, le père, sa fille favorite, c'est l'aîné qui a la fille à la peau claire. Et c'est un favoritisme qu'il affiche. Lui, il est en couple avec une femme à la peau claire. Donc, clairement, il y a quand même un favoritisme pour la peau claire. Et sa petite dernière, qui est la jeune fille à la peau foncée, c'est elle qui est un peu elle est un peu méchante. Elle est constamment énervée. Elle est constamment en train d'être la sassy dans les séries. Mais c'est un stéréotype qui est constant en fait dans les séries, dans les films. La femme à la peau foncée, ça va être elle qui est tout le temps de mauvaise humeur, tout le temps sassy, tout le temps dans la réplique. Donc c'est quand même quelque chose qui est abordé dans Blackish, vous me direz si vous avez vu. Donc comme j'ai dit, pour arriver vers la conclusion, par rapport aux réactions qui ont été faites de pointures de femmes à la peau claire qui disent vous refusez au fait d'être noir, oui, faut pas tomber dans le sens où il faut pas tomber dans l'essentialisation de ce qu'est être noir. Mais je me souviens plus dans quel article j'avais lu, mais il me semblait que c'était très important, je le mettrai en lien. On ne peut pas proclamer être pro-noir, être fier d'être noir et refuser de reconnaître l'existence d'un système qui nous bénéficie du fait de notre proximité à la blanchité. D'accord? Donc, on peut pas être down avec la cause et refuser de reconnaître, oui, mais en fait, j'ai quand même du favoritisme par le fait d'être près de la blanchité et je refuse de l'aborder. C'est un problème. Tout comme on ne peut pas être pro-noir et refuser de reconnaître qu'il y a une différence dans les équivalences des expériences. Donc, sans nier, tu sais, la difficulté du fait d'être perçu. Oui, on reconnaît, oui, il y a le fait d'être perçu entre les deux parce qu'il y a eu énormément de femmes à la peau claire qui en ont parlé. Quand je suis du côté noir, je suis pas assez noire. Comme je suis du côté blanc, je suis pas assez... On ne nie pas cette réalité-là. Je nie pas la difficulté. Mais partir de cette expérience-là pour dire, donc, il y a une équivalence d'expérience avec comment sont traitées les personnes à la peau foncée. Non. Tout comme utiliser cette expérience-là pour dire, et donc, le fait qu'il y ait ce favoritisme-là n'existe pas non plus. C'est pas parce que tu as cette difficulté-là que ça nie tout le favoritisme et les bénéfices que tu reçois en tant que femme ou homme à la peau claire. Donc, et enfin, pour conclure, je tenais à trouver ça aussi important. Il faut aussi qu'en tant que personne à la peau claire, on reconnaisse qu'il y a des moments où nous sommes utilisés à des fins négrophobes. Ça, c'est vraiment un problème qui, je pense, n'est pas assez abordé. Ouais. C'est-à-dire que j'en avais parlé notamment dans ma chronique sur la fétichisation des enfants métis. Oui. Dans le fait que lorsqu'on va reprocher à un milieu d'être trop blanc, ce milieu-là va essayer de jouer la carte de la diversité en laissant entrer les personnes qui sont racialement ambiguës. C'est pour ça que dans la plupart des gros milieux, notamment le milieu du divertissement, notamment le milieu du marketing, de la pub, etc., les premières personnes noires qu'on laisse entrer, sont visibles, sont les personnes qui ont la peau claire, sont les personnes qui ont les cheveux lisses. La première personne à avoir reçu un Grammy, c'est celle qui a joué James Bond, très très bonne, c'est une actrice, Halle Berry, d'accord? Donc on va faire entrer une personne qui est quand même racialement ambiguë. Il y avait la Mama, là, de Autant on emporte le vent, il y a longtemps. Oui, récemment. Ouais. Et donc, oui, et
Et le fait qu'on utilise les personnes racialement ambiguës, c'est une manière de, ok, on va laisser entrer les personnes noires, mais qui sont pas trop noires, qui sont noires avec quand même, rappellent un peu les blancs avec leur texture de cheveux, avec leur couleur de leurs yeux. Donc, ça fait qu'on les laisse entrer, mais ça c'est pas trop subversif dans l'ordre des choses. Donc, il faut aussi reconnaître comment il y a à certains moments, nous sommes utilisés pour pouvoir calmer les revendications antiracistes ou anti-négrophobie. Et c'est un problème qu'il faut qu'on aborde. En tant que personne à la peau claire, en tant que personne noire à la peau claire, il faut qu'on voit comment le système, qui s'adapte constamment, ça je le dis tout le temps, comment le système va s'adapter en disant, ok, vous c'est bon, mais pourquoi nous c'est bon? Pourquoi ça nous surreprésentait à chaque fois dans les milieux antiracistes? C'est parce que techniquement, on ramène encore, qu'on ait la blanchité ou pas, dans notre métissage, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est la perception. Dans cette perception, on rappelle un peu la proximité à la blanchité, et donc ça va être utilisé à des fins négrophobes. Il me semblait que c'était important de conclure là-dessus, que c'est un enjeu sur lequel on veut discuter. Donc pour conclure, c'est un sujet extrêmement complexe, qui touche à énormément d'enjeux, qui est mondial, que j'ai à peine, je pense, effleuré avec ma chronique aujourd'hui. Je vous mettrai en lien tous les articles pour aller beaucoup plus loin, également les chroniques auxquelles je fais référence, et sûrement on aura sûrement l'occasion d'en reparler pour d'autres sujets. Merci beaucoup, Jade. Moi, je conclurai en disant que je salue, on se parle, hein, je salue le courage que toi, tu as eu d'en parler sous cet angle-là, parce qu'on n'en entend pas souvent parler comme ça, et que ce soit toi qui le dises aujourd'hui là, je salue aussi ce courage-là. Je sais qu'on aura des réactions, justement, j'espère qu'on aura des réactions, parce qu'il y a souvent des réactions à tes chroniques, pas seulement quand tu parles de nos amis de la Nouvelle-Calédonie, mais ce serait bien aussi qu'on ait des réactions là, justement. Ça va nous aider tous à avancer, tous et toutes à avancer dans le débat. Merci, on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine.